Vous connaissez le slogan Pem Real Avo? Ça veut dire Saint Créo ce sera. C'est le cri d'une grève historique de 1924, où des femmes demandaient 5 réaux de l'heure, soit à peine plus d'1 franc. Pour comprendre la révolte des sardinières, il faut remonter dans les années 1920, en Bretagne, à Douarnenez. À l'époque, la ville vit surtout de la pêche à la sardine, mais derrière cette activité, les conditions sont très dures. Les sardinières, ce sont les femmes qui travaillent dans les conserveries. Elles nettoient, vident et mettent les sardines en boîte, souvent 12 à 14 heures par jour. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 18 heures d'affilée. Certaines même évoquent 72 heures sans dormir, avec des pauses aux heures des repas seulement, et avec une grande dose de café. À l'époque, Douarnenez, c'est 20 conserveries, 5000 pêcheurs, et surtout 20 000 ouvrières. C'était un travail saisonnier qui rendait les conditions de vie très précaires. Les hommes, eux, travaillaient dans des bateaux de pêche et étaient très souvent en mer, mais les femmes, elles, étaient cantonnées à la terre, dans des ateliers insalubres et mal rémunérés. Elles étaient souvent qualifiées de personnes bonnes à exécuter des gestes répétitifs. Et ce qu'on appelle la révolte des sardinières résulte surtout d'un système d'exploitation sociale et économique. Alors qu'en est-il de ces femmes en sabots, de ces enfants en sabots, à qui l'on criait merked d'art friture, soit les filles à l'usine? On les appelle étêteuses, emboîteuses, sécheuses, saleuses, cuiseuses, broyeuses ou encore femmes de bouillotte. Aux portes de l'usine, les marins apportaient des paniers de 200 sardines et ces ouvrières devaient alors saupoudrer l'arrivage de gros sel, arracher tête et viscères des sardines avec un couteau et jeter les déchets dans un seau, laver les sardines à grande eau, rouler chaque sardine dans la saumure et les laisser durant une demi-heure, rincer les sardines, ranger les sardines rincées dans un grand panier, transporter le panier plein et revenir avec un panier vide. Faire sécher les sardines sur des claies de fil de fer, soit sur le parvis de l'usine, soit dans des étuves selon la météo. Ensuite, elles devaient frire les sardines dans l'huile, mettre les sardines en boîte, en les plaçant côte à côte, sans surcharge ni vide, et ensuite les hommes allaient sertir les conserves. Et elles recommençaient des heures durant. En Bretagne, on disait femme de marin, femme de chagrin. Nombreuses étaient les femmes seules dont les maris étaient partis en mer, qui devaient s'occuper des foyers mais aussi de leurs filets. Mais nombreuses aussi étaient les mères célibataires, notamment des veuves suite à un drame arrivé en mer. Alors il fallait gagner de l'argent et l'usine était le seul endroit à payer, disait-on. Si on parle de salaire, elle gagnait entre 2 et 3 francs par jour. On va dire que ça fait entre 1,40 € et 2,10 €, ce qui correspondait au prix d'un litre de lait, pour vous donner une idée. Par exemple, le café était à 17 francs, un kilo de pâtes était à 4 francs, et un ouvrier homme pouvait toucher entre 3 et 4,5 francs par jour, ce qui faisait presque 50% de plus qu'une sardinière pour des conditions physiques parfois moins difficiles et plus de reconnaissance sociale. Le premier code du travail n'existera qu'en 1927. Pourtant, il y a aussi la loi de 1919 qui limite à 8 heures par jour une journée de travail en usine. Mais dans beaucoup d'usines, on fait comme si ça n'existait pas. Les influents industriels bretons auraient obtenu de Paris des dérogations sur les heures quotidiennes de travail, à la condition seule que cela ne dépasse pas 72 heures de travail par semaine, ce que le patronat local ne respectait pas non plus. Donc si l'on revient à l'usine de sardines, il faut prendre en compte la qualité médiocre de l'air, l'odeur entêtante et l'hygiène plus que critique. De ces conditions, il découle forcément une fatigue émotionnelle, une fatigue physique, des maladies ou même de l'épuisement. Dès 1905, une jeune ouvrière du nom d'Angela Gonidec, qui devient la figure d'un mouvement de contestation qui durera pas moins de 6 mois, durant lesquels chaque jour les manifestantes réclamaient seulement du pain tous les jours. Le combat fut long mais la victoire fut remportée durant l'été 1905, et cet événement ouvrit la voie à d'autres avancées sociales, dont la consolidation d'un syndicat 100% féminin, dirigé par Eulalie Belbéoc, et dédié à la défense des droits et au bien-être des femmes au travail, et plus spécifiquement des ouvrières. Pourtant, 20 ans plus tard, les revendications pour un meilleur salaire et aussi des meilleures conditions de travail reprennent et se font de plus en plus nombreuses. Et un mouvement de grève débute le 21 novembre 1924 et va durer 46 jours. Ces femmes réclamaient donc 25 sous de l'heure. Il est important de préciser que cette grève n'avait pas d'ambition violente, contrairement à ce que beaucoup aiment dire lorsqu'ils parlent des mouvements de grève, car au final l'idée était de conserver son travail. À Douarnenez, suite au licenciement de 3 ouvrières, il y a déjà un petit groupe qui commence à arrêter de travailler. Mais c'est le 21 novembre que le mouvement commence à réellement prendre de l'ampleur. Tout débute sur le site de Carnot, l'usine de Léon Béziers, patron dont on cite souvent le nom pour parler de ce mouvement. Il y a un contremaître, Trélu, qui avait refusé de recevoir les ouvrières pour discuter de leur salaire. C'est alors que 100 ouvrières et 40 manœuvres ont quitté l'usine. Certaines sont allées chanter l'international d'usine en usine,
D'autres sont allés voir le maire, Daniel Leflanchec, ou Leflanquec, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je vais dire Leflanchec. Et d'ailleurs, ce maire va se trouver très concerné par la situation. Et alors, les grévistes ne vont plus demander à discuter avec le contremaître, mais à voir directement Jean Griffon, qui est le directeur. Ainsi, le 23 novembre, les sardinières commencent à défiler dans les rues. Et le lendemain, elles sont encore plus nombreuses. Le 25 novembre, les usines débrayent et on compte plus de 3000 grévistes. Et on retrouve dans la foule le drapeau rouge des grévistes de 1905. Ce jour-là, un grand meeting va débuter. Il est demandé de quoi vivre, de quoi subvenir aux besoins primaires. Il y a aussi Charles Tillon qui va arriver depuis Rennes. Il n'est pas encore ministre, il est responsable de la CGTU de Bretagne, qui est la Confédération Générale du Travail Unitaire. C'est un homme attaché au syndicalisme révolutionnaire et c'est aussi un homme qui mettra à disposition un lieu, un peu comme une crèche, où les ouvrières pourront laisser leurs enfants lorsqu'elles seront en train de manifester, ce qui va faciliter leur présence dans les rues. Les sardinières sont aussi soutenues par des pêcheurs, mais aussi des ouvriers des conserveries. La solidarité va venir de Douarnenez, mais aussi d'autres villes bretonnes, transformant cet événement en réel mouvement ouvrier. Ce qui va mener à des grèves générales et des actions de protestation dans toute la Bretagne. Mais 75% des grévistes restent des ouvrières. Après, il faut prendre en compte qu'aucun de leurs noms ne sera cité dans les prises de parole publiques, ni dans les rapports de police, excepté des femmes comme Lucie Colliard ou d'autres membres du comité de grève. Et lorsqu'elles sont nommées, on n'a soit que le nom de famille, soit que le prénom. Lucie Colliard, d'ailleurs, est elle aussi venue en train, et elle s'occupe du travail des femmes à la CGTU. Au hall de la ville, elle va s'adresser aux grévistes, affirmant son soutien et les encourageant à demander plus de l'heure que ce que les grévistes voulaient demander de base. Elle ira jusqu'à demander à ce que ces femmes soient payées autant que les hommes. Elle leur parlera de patronat, de ceux qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Elle aura des discours comme ça de sensibilisation également et de mise en pratique d'un vocabulaire que parfois ces ouvrières ne connaissaient pas. Donc le 4e jour, nous avons les hommes qui rejoignent le mouvement. Ils sont à peu près maintenant 4000 grévistes dans les rues. Et ce n'est que le 26 novembre que le juge de la paix demande à avoir une séance pour espérer une conciliation. Mais les représentants du patronat, donc Béziers, Rampe, Griffon et Marlière, refusent de s'abaisser à discuter avec des ouvrières. Et du coup, ils vont décliner l'invitation. Béziers va même jusqu'à réclamer l'intervention de la police armée, ce qui ne se fait pas. Il y a le préfet Desmar qui va refuser. Et du côté des grévistes, on tient. Il y a la soupe populaire qui permet de retenir les plus pauvres de retourner au travail. Il y a la cantine qui permet le maintien du lien. Tous les jours, il y a des réunions et le cortège. La mairie va même jusqu'à leur payer leurs sabots. À leur tour, les ouvrières vont demander une rencontre avec le patronat, mais ceux-ci espèrent tenir jusqu'au 3 janvier, qui est le retour de la saison de la pêche, et ils vont espérer que par le retour au travail des hommes, les femmes vont suivre le mouvement. Léon Béziers ira jusqu'à porter plainte à la préfecture de Quimper contre le maire de Douarnenez pour atteinte à la liberté de travail et pour débauchage. Le 28 novembre 1924, il va être envoyé 2 rapports au préfet Desmar, dénonçant le préavis qui n'aurait pas été déposé par les grévistes avant de débrayer de l'usine. Et d'ailleurs, les patrons ne comptent pas perdre au change. Si on veut payer un peu plus les sardinières, ça veut dire qu'on achètera beaucoup moins cher le poisson aux pêcheurs. Mais d'autres vont rejoindre les grévistes, comme le député de la Seine Henriet, ou Maurice Simonin du syndicat des biscuitiers, et même un instituteur des Hautes-Alpes. Mais tout se complique et dure dans le temps. Par exemple, le curé du côté du patronat accuse les femmes d'avoir des relations sexuelles malvenues, cherchant à les discréditer, ce qui va alimenter des tensions qui existaient déjà, mais le slogan Pem Real Avo sera répété pendant pas moins de 6 semaines. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il y a un télégramme envoyé par le préfet de Quimper, Édouard Herriot. Au président du conseil, on peut lire « Mouvement ouvrier commença le 20 novembre, usine métallurgique Carnot, suite revendication délégation personnelle, réclamant augmentation salaire horaire de 20 centimes pour ouvriers et manœuvres ». Dans cette citation, on voit l'oubli même des ouvrières. Malgré une communication qui feint porter l'intérêt sur le sujet, on a un effacement volontaire de la situation réelle. Heureusement, désormais, il y a des études genrées sur la construction mémorielle de la grève des sardinières. Augustine Julien est nommée dans le documentaire Le chant des sardinières de Nina Montagnier. On y voit une illustration du même style que celle que j'ai pu voir à l'exposition Peine Sardine au Champ Libre à Rennes. On sait que cette femme tenait la caisse de solidarité du mouvement de grève et que c'est elle, entre autres, qui organisait la soupe populaire. Dans ce reportage, il est aussi cité des femmes de notre époque, dont Marianne Larvol, qui est illustratrice, Elsa Cor et Hélène Jacquelot, qui sont 2 chanteuses, Sabine Cor, qui est musicienne et comédienne, qui aurait un spectacle sur les sardinières, justement. Je me suis pas vraiment renseignée sur ça. D'ailleurs, même si je vous déconseille un peu ce reportage, ce que j'ai envie de mettre
mettre en avant à travers cette vidéo, c'est la manifestation et un listing presque des femmes qu'on peut nommer dans ce type de mouvement, que ce soit les femmes qu'on a essayé volontairement d'oublier ou les femmes actuelles qui vont tenter de faire en sorte qu'on ne les oublie pas et qui vont faire tout ce travail de recherche pour réhabiliter leur mémoire. Pour revenir sur ce reportage, je savais pas vraiment où il allait et je trouve qu'il romantisait pas mal la souffrance, confondant presque le chant et la joie, alors que cette révolte chantée, certes, relevait bien plus de l'épuisement et de la colère. Par contre, il fait quand même un pont avec l'actualité militante, de manière assez en surface, certes, mais quand même. Bref, revenons au mouvement de grève en lui-même. Il y a un convoi de stock mandaté par l'usine Lozakmer qui va tenter d'être intercepté par les grévistes. Il va donc y avoir une cinquantaine de femmes qui vont essayer de bloquer ce convoi, appelant au respect du mouvement en cours. Ce pourquoi les gendarmes vont ensuite escorter le convoi, bien qu'il sera de nouveau arrêté par plusieurs grévistes. Il y a tout un système de blocage qui va commencer à être mis en place afin de solidifier le mouvement et le rendre plus présent dans le quotidien du patronat. Dans un journal d'élite intellectuelle qui s'appelle Le Temps, Béziers va aller jusqu'à dénoncer l'installation d'une dictature communiste à Douarnenez. Et sous la pression, le gouvernement va finir par déployer les forces armées et donc mettre en place une répression plus violente. Des manifestants vont être arrêtés, des syndiqués vont être emprisonnés et on va même déplorer plusieurs blessés. Pour vous donner quelques exemples, le 4 décembre 1924, il va y avoir des affrontements entre grévistes et forces de l'ordre. La presse va alors parler d'ouvrières bousculées, traînées au sol et d'interpellations violentes. Certaines sardinières vont raconter qu'elles ont été frappées à coups de crosse ou bousculées sans ménagement. Je vous mets toutes les sources d'ailleurs en barre d'infos, que ce soit des articles, des livres, des podcasts, des documentaires, etc. Puisque d'autres sources vont, elles, évoquer des chutes maladroites. Bref, suite à ça, il y a encore une demande de rencontre avec le patronat pour discuter de tout ça qui a été refusée par eux-mêmes. Et le 5 décembre 1924, il y a le journal L'Humanité qui titre « Le sang ouvrier a coulé à Douarnenez ». Que ce soit cet article ou les événements violents, la solidarité entre les grévistes va s'intensifier. Pour autant, le même jour, le ministre de l'Intérieur, Camille Chautemps, va suspendre le Flanchec, donc le maire, de ses fonctions durant un mois. Et en même temps, c'est une situation très compliquée parce que même les plus traditionalistes vont aller du côté des ouvrières, des grévistes, puisqu'ils vont trouver légitimes leurs revendications. Il n'y a que le clergé qui va continuer de soutenir le patronat finalement. Et le 13 décembre 1924, dans la dépêche de Brest, on va voir les grévistes demander l'arbitrage du ministre du Travail, Justin Godart. N'arrivant pas à communiquer avec le patronat directement, il va y avoir 3 sardinières donc qui vont monter sur Paris, Dame Morvan, dont le prénom a été effacé dans les sources, Anna Julien et Alexia Poquet. Et du côté du patronat, on va retrouver donc Léon Béziers, Marlière, qui est trésorier de l'association patronale locale, et Olivier Henry, qui est responsable de l'usine rouge de Chancerelle. Et à la veille de leur voyage, quand je vous dis que c'est compliqué, que ça part un peu dans tous les sens, il y a une certaine Madame Quérault qui va sortir du silence. Je vous avoue que d'après les sources, je sais même pas trop d'où elle sort. On dit qu'elle est à la tête d'une petite friture et qu'elle va accepter les revendications. Donc elle va faire en sorte de combler le trou manquant pour que les ouvrières gagnent 1 franc par jour, qu'après 10h du soir et la nuit, il y aura une majoration de 50% au niveau de leur salaire. Cette femme concéderait 1 heure de congé par journée rémunérée pour les apprentis inscrites à l'école professionnelle. Elle autoriserait aussi la présence d'un syndicat et aurait promis qu'aucune gréviste ne serait licenciée. Et on va voir en fait à partir de ce moment-là que le camp adverse va vraiment commencer à se diviser. Pour ce qui est du voyage à Paris, et donc après discussion, on a Justin Godart, le ministre du Travail donc, qui va quand même finir par déclarer « Vos patrons sont des brutes et des sauvages ». Excédés, les 3 représentants du patronat vont se rendre dans Paris, au siège du syndicat libre, qui est donc un syndicat patronal. Il faut savoir que à ce siège, vous pouvez louer les services de briseurs de grève. Vous voyez un peu le truc venir. En effet, mené par un certain Léon Régnier, on a 5 hommes qui vont venir de Paris pour aller à Douarnenez et déposer dans les boîtes aux lettres une revue qui s'appelle l'Aurore syndicale. À l'intérieur, on trouvait des pages entières de diffamation à l'encontre du maire, le Flanchec, et aussi à l'encontre de Lucie Colliard, l'autre femme dont je vous avais parlé, qui est venue à Douarnenez en train et qui est membre de la CGTU et qui s'occupe donc du droit du travail et du bien-être des femmes au travail. Ça fait maintenant 5 semaines que les sardinières sont en grève, il va y avoir 2 nouvelles cantines d'ouvertes, une meilleure organisation de mise en place et surtout des défilés qui continuent quotidiennement. Léon Béziers va
continuellement se plaindre au commissariat, commissaire d'ailleurs qui va écrire dans un rapport « Je puis dire que les patrons usiniers montrent une mentalité très hostile au pouvoir public en grossissant démesurément des faits insignifiants pour la plupart et inhérents à tout mouvement ouvrier lorsqu'ils ne les inventent pas de toutes pièces. » De son côté, le maire, le Flanchec, a organisé un bal de solidarité à Belleville et a récolté de l'argent lors d'un meeting du Parti communiste au Pré-Saint-Gervais. Quitte à être destitué de ses fonctions, il a fait autre chose pour aider le mouvement de grève et il a donc récolté la somme de 10 500 francs qu'il va donc mettre à disposition des grévistes. Le soutien vient aussi des pêcheurs qui vont faire en sorte de les nourrir. Il y a aussi Marcel Cachin à l'Assemblée qui est député et directeur du journal L'Humanité qui va demander des moyens de soutien, ce qui fait que des vêtements vont être envoyés à Douarnenez. Il y a aussi les cinémas du coin qui vont offrir des séances gratuites aux grévistes. Et même si cette grève va porter un élan de solidarité, la situation reste quand même très difficile. Je vous rappelle qu'avec Léon Régnier, il y a des hommes qui sont venus de Paris et qui vont continuer encore et encore à déposer donc dans les boîtes aux lettres l'aurore syndicale, à discuter dans les bars, à essayer de propager donc propager une propagande, je sais pas si ça se dit, mais à faire la propagande d'idées qui sont fausses en passant par la diffamation. Sachant que ces hommes, eux, seraient payés 100 francs par jour. Et l'un des événements le plus graves durant cette grève va se produire le 1er janvier 1925 où le maire, donc le Flanchec, se trouvait dans un café et donc les briseurs de grève venus de Paris vont entrer dans le café et ouvrir le feu. Donc le maire va être touché à la gorge, son neveu va aussi être touché ainsi que 3 autres hommes. Chose qui va déclencher une émeute, les agresseurs vont aller se réfugier à l'hôtel de ville que la foule va alors saccager. Pendant toute la soirée, les forces de l'ordre vont participer à des affrontements violents. Et on va apprendre le 3 janvier 1924 que le maire va beaucoup mieux mais que son neveu malheureusement va rester handicapé. Et donc le journal L'Humanité va titrer « À Douarnenez, première flaque de sang fasciste ». Le lendemain, le juge de la paix va enfin accueillir les pourparlers, mais les grévistes vont continuer de chanter sous les fenêtres afin de maintenir la pression. Le 6 janvier 1925, tout va être signé. Ce qu'on va appeler le contrat de Douarnenez va avoir les mêmes engagements que Madame Quérault, là, qui tenait une friture et qui était sortie de nulle part. Les patrons finissent par accepter donc le salaire à 1 franc, les majorations nocturnes et la reconnaissance du droit syndical. Le 8 janvier 1925, la grève prend fin. Les sardinières retournent travailler, mais cette fois sous leurs conditions. Judiciairement, après, ça reste quand même très compliqué. Camille Chautemps, le ministre dont on a parlé tout à l'heure, a admis que les patrons avaient fait appel à des briseurs de grève violents. Pourtant, un non-lieu a été prononcé contre Béziers et Marlière, sous prétexte qu'ils étaient absents lors des coups de feu le 1er janvier 1925. À leur tour, les briseurs de grève seront jugés non coupables pour atteinte à la vie d'autrui. De son côté, le maire Le Flanchec va décéder en 1944 au camp de Buchenwald, où il a été envoyé, bien qu'il ne soit plus considéré comme communiste à cette époque-là, dû au fait de sa relation avec une comtesse que certains militants critiquent et désignent comme de l'embourgeoisement. Tout à l'heure, je vous ai parlé des rares femmes dont les noms ont été conservés, et je voulais vous parler de l'une d'entre elles, qui est Joséphine Pencalette, qui est très connue lorsqu'on parle de ce mouvement. C'était une ouvrière de 38 ans chez Chancerelle lorsqu'elle a participé au mouvement de grève, et elle fait partie des 10 premières femmes élues en France en mai 1925. Évidemment, ce sera rapidement invalidé par le Conseil d'État et la préfecture, mais cela reste un symbole important à une époque où les femmes ne sont ni éligibles ni électrices. Si vous voulez découvrir des témoignages de ces femmes, je vous conseille le reportage L'usine rouge. Il dure moins de 30 minutes, et je vous ai mis le lien en barre d'infos, et j'ai l'impression par contre qu'il n'est pas disponible en audio description malheureusement. Dans ce reportage, on a des femmes qui racontent avoir commencé le travail à l'âge de 12 ans, qui était donc l'âge légal, bien qu'on sait qu'il n'était pas du tout respecté et que des enfants ont commencé beaucoup plus tôt à travailler. Dans le livre d'Anne Crillon aussi, il y a énormément de témoignages, dont une femme qui raconte que lors de ses 10 ans, elle travaillait donc à l'usine et parfois restait après 1h du matin alors que les femmes, elles, avaient terminé leur journée de travail, notamment pour s'occuper de la cuisson des sardines. Et pourtant, elles recommençaient leur journée le lendemain à 8h du matin. On raconte souvent qu'à Chancerelle, donc la conserverie de Douarnenez, les plus jeunes déplaçaient les boîtes et les grilles, mettaient les citrons en place, pendant que d'autres sertissaient les boîtes. Et les enfants recommençaient toute la journée. Et surtout, tout était minuté. Il y avait une femme qui s'occupait du pointage. Et les témoignages dans ce reportage sont assez forts, on voit toute l'émotion. Quand elles racontent qu'est-ce qu'on a pu travailler, ou même qu'elles disent que c'était nuit comme jour, qu'elles disent en rigolant qu'elles ne mangeaient pas du pain beurre tous les jours, mais qu'elles étaient obligées d'être heureuses, ou même qu'elles souffraient énormément
énormément du manque de sommeil lorsqu'elles travaillaient à l'usine. Chez ces femmes, les souvenirs sont encore très vifs et elles reconnaissent encore toutes leurs anciennes collègues sur les photos qu'on leur montre. Il va être évoqué une contremaîtresse qui les aidait à ne pas s'endormir en les faisant chanter, par exemple. Et ces femmes disent que chacune avait sa chanson et vont déplorer qu'on ne chante plus assez maintenant. Apparemment, l'été, quand les fenêtres de l'usine étaient ouvertes, on les entendait chanter depuis la rue. Mais certaines chansons, comme Saluer riche heureux, leur ont valu, pour certaines, des licenciements. Je vous ai d'ailleurs mis les paroles de cette chanson en barre d'infos, mais il faut savoir que c'était une chanson qui a par exemple été énormément chantée lors du mouvement de grève. Mais en tout cas, via ces témoignages, on voit qu'il y avait quand même une très forte solidarité entre ces femmes. Elles s'entraidaient, elles se filaient des tuyaux pour réussir à travailler ailleurs durant l'hiver, elles se soutenaient moralement, elles s'aidaient sur certaines tâches, et pour autant, il n'est pas question de romantiser ou d'oublier la dureté de leur vie, puisque le travail prenait toute la place. Et le classisme était partout. Il y a une de ces femmes qui raconte qu'au carnaval, elle portait un masque, et elle dit, je vous cite, « On ne sait pas si j'étais une fille d'usine ou une grande dame comme il y en avait là. » Et par ces mots, on voit malheureusement la dévalorisation du métier qu'elles effectuaient. C'était donc professionnellement difficile, mais aussi socialement très compliqué. Il n'y avait aucune stabilité de promise. Par exemple, l'usine a fermé en 1914 durant la guerre. Aussi, c'était un travail saisonnier, il n'y avait pas de travail en hiver. Certaines partaient pendant presque 6 mois ailleurs, parfois dans le sud de la France. Et avec le temps, certaines racontent l'augmentation des cadences, le retrait des chaises et les manifestations dans la rue pour les récupérer. Travailler debout, sans pause. C'est encore le quotidien dans plein d'usines aujourd'hui. Tout comme la suppression de postes ou l'interdiction de parler entre collègues. Dans ce reportage, ces femmes semblent évoquer comme le passé, alors qu'il est malheureusement encore très réel. Vraiment, si vous voulez des témoignages, je vous conseille le livre d'Anne Crignon dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Une belle grève de femmes. Anne Dénès-Martin a recensé plusieurs témoignages dans les années 90 et on les retrouve donc dans ce livre. On va aussi parler plus en profondeur d'hommes comme Léon Bézier, donc le représentant de l'intransigeance patronale, ce riche heureux, comme dirait la chanson. Il est aussi beaucoup question du maire dans ce livre, mais je voulais vraiment porter l'attention donc sur les femmes de cette grève et non pas sur les hommes qui ont entouré ce mouvement. Le maire, par exemple, dans ce livre est qualifié de héros, mais dans cette vidéo, je voulais vraiment valoriser le récit de ces ouvrières en priorité. Dernièrement, je suis allée donc voir l'exposition Peine Sardine au Champ Libre à Rennes. J'ai vu le documentaire de Lisa Le Tronquier au cinéma Arvor, à Rennes toujours. Je vous le conseille vivement, c'est un reportage sur la réalité des ouvrières actuelle de l'usine de Douarnenez. Comme dans le reportage L'usine rouge, il donne parole aux concernés, donc à ces femmes qui vivent le travail à la chaîne au quotidien. Et je vais citer l'une d'entre elles. À l'usine, on est toutes dans le même bateau. Et ça donne le ton. Certaines vont mettre 10 ans avant d'être embauchées en CDI, puis on reste, comme elles disent. Et souvent c'est un choix économique, pas du tout un choix du cœur. Et je trouve les images très justes, que ce soit les sons, les regards, les silences. Et venant moi-même d'un milieu ouvrier, ayant moi-même travaillé à l'usine, je trouve que ce reportage sonne très vrai. Et non seulement je vous conseille de le voir, mais aussi je vous conseille de le montrer aux personnes qui ne connaissent pas cette réalité ou qui ne la comprennent pas. Ce qu'il montre, c'est l'usine loin de l'image familiale que certaines ouvrières auraient apparemment connue au début de leur carrière dans cette usine. Il y a maintenant de la pression, des objectifs, de la compétitivité, surtout depuis que l'usine a été délocalisée au Maroc, en Croatie et en Équateur. Et derrière tout ça, les ouvrières vont subir une pression constante. Il y a certaines de ces femmes qui vont donc dire qu'elles ne savent pas à quelle heure elles vont travailler le lendemain, que ça peut être à 4h du matin ou pas, et qu'on ne sait d'ailleurs pas à quelle heure on va finir le travail le soir. Et personnellement, je travaillais donc dans une usine de saucisses et de merguez, et lorsque je n'avais pas encore le permis, je vivais à la campagne, ma mère était obligée de m'emmener et quand j'étais du soir, elle pouvait rester sur le parking dans sa voiture, des fois 1 heure de plus parce que je ne savais pas à quelle heure je terminais et que je n'avais pas le droit d'utiliser mon téléphone pour la prévenir. Au final, on sortait du travail quand l'objectif de rendement avait été réalisé. Et dans ces conditions, c'est le lien entre tous qui peut être compliqué, entre les équipes du matin et du soir, entre les intérimaires et les embauchés. Majoritaires, ce sont les intérimaires qui risquent le plus leur poste. S'ils participent à des mouvements de grève, après, ils ont eux aussi leur propre syndicat. Et en mars 2024, 90% de l'usine s'est mis en grève à Douarnenez pendant une journée entière et le résultat est qu'elles ont obtenu 2 € de plus par jour. Avant cette grève de 2024, il y avait 7 syndiqués et après la grève, il y en avait une 50aine. Et lors de la projection de ce reportage à Arvor, il y avait une des syndiquées, racisée, qui a eu ces mots archi-violents, je trouve. Elle a dit « on n'est pas des esclaves ». Et ces mots-là, ils résonnent vraiment fort, puisque dans cette usine, il y a actuellement 26 nationalités qui cohabitent
habitent. Certaines vont parler de soutien réel, d'autres vont dénoncer le racisme qu'elles subissent de collègues ou de supérieurs. Dans ce reportage d'ailleurs, il y a une ouvrière qui dit « En France, j'ai eu faim », comme si en fait ça ne devait pas arriver. Pas en France en tout cas. Et en effet, c'est pas ce à quoi on doit s'attendre, j'imagine, lorsqu'on arrive sur le sol français. De ce qui est dit, dans cette usine, il y a aussi une très forte forme d'infantilisation. Après, j'imagine que c'est dans le monde du travail de manière générale. Et c'est des mots que moi-même j'ai entendus lorsque j'étais à l'usine et que mes proches qui sont encore à l'usine et qui ont travaillé à l'usine ont déjà entendu. Par exemple, des phrases comme « Ah bah les deux copines, elles se mettent à côté », sous-entendant que tu vas aller papoter. Sous-entendant d'ailleurs que si tu parles, tu seras moins productive. D'ailleurs, on va souvent t'appeler fille et non femme. On va t'appeler les filles. D'ailleurs, c'est un terme qu'on va parfois retrouver entre les ouvrières elles-mêmes, puisque c'est un terme de vocabulaire qui va être hyper banalisé. Et à l'intérieur même de l'usine, on va avoir des codes très marqués. Par exemple, si l'une d'entre elles a une promotion, on va devenir méfiante envers elle, puisque, je cite, tu ne sais pas en qui tu peux avoir confiance. Et d'ailleurs, lorsqu'on passe en CDI, il va y avoir des personnes qui vont aller déprogrammer les machines. On va retrouver un espèce de bizutage. Et aussi, quand une ouvrière va tomber malade, on va estimer qu'elle ne veut pas bosser. Enfin, il y a toute une espèce de déshumanisation, comme si en fait ces personnes étaient des robots. Et pourtant, on va aller installer de nouvelles machines en disant que c'est pour leur bien-être au travail, que ça va faciliter les choses, sous couvert en fait de c'est pour vous. Mais quand on écoute le témoignage de ces femmes, en fait la réalité elle est tout autre. Parce que ces nouvelles machines ne sont pas réellement pensées avec elles et du coup elles vont développer de nouvelles douleurs, parfois même plus rapidement. Sauf que personne n'a même pensé à aménager leur lieu de travail pour qu'elles puissent travailler en toute sécurité physique avec ces machines. Pour vous dire, certaines font des échauffements au niveau des poignets avant de commencer leur journée de travail. Et toutes ces difficultés physiques pourraient être un petit peu atténuées par le fait que socialement, si elles avaient l'autorisation de parler, ça pourrait rendre la journée plus rapide, plus facile, pour prendre soin de leur santé mentale en fait tout simplement. Et je sais que les personnes qui ne viennent pas du milieu ouvrier vont peiner à le croire ou vont même trouver ça fou ou peut-être révoltant, je ne sais pas, mais c'est encore hyper courant dans énormément d'usines que de ne pas avoir le droit de parler entre collègues. Genre quand j'étais ouvrière, on se faisait engueuler en arrivant le matin à 4h quand on demandait juste si ça va à la personne qui était à côté de nous. Et d'autant plus si ce ça va était adressé à une intérimaire. Pour vous dire, dans certaines usines de ma région, les intérimaires portent même un t-shirt d'une autre couleur et sont appelés par la couleur de leur t-shirt et non pas par leur prénom. Dans l'usine dans laquelle je travaillais, donc les températures étaient très basses vu qu'on manipulait de la viande et les intérimaires n'avaient pas le droit de porter des gants. En fait, on avait des gants en latex et en dessous, les personnes qui étaient salariées, embauchées, avaient le droit de mettre des gants pour avoir plus chaud en dessous donc du gant en latex. Et les intérimaires n'avaient pas le droit. Sauf que quand tu viens d'une campagne isolée où il n'y a que 3 usines, tu peux pas te permettre d'aller contre ta hiérarchie, de risquer de ne pas être pris en tant qu'intérimaire et de te faire blacklister d'une des 3 usines qu'il y a autour de chez toi. Et cette déshumanisation, elle est super violente. Et si on revient au reportage là que j'ai vu au cinéma Arvor, il y a des ouvrières qui racontent qu'elles sont tellement déshumanisées qu'elles en viennent à croire qu'elles sont bêtes. Et d'ailleurs, elles disent même qu'elles sont bêtes comme des ouvrières. Pour vous dire un peu l'image sociale que ça leur renvoie. Et dans ce reportage, on voit des femmes fortes, on voit des femmes souriantes, on voit des femmes inspirantes. Et pourtant, si on fait vraiment attention, on voit vraiment toute la tristesse et l'épuisement dans leur regard. Après la diffusion de ce reportage sur France 3, certaines des ouvrières ont démissionné et d'autres sont encore en arrêt de travail. Pourtant, la personne qui a réalisé le reportage avait l'autorisation de le filmer à l'occasion du centenaire de la grève des sardinières, mais apparemment filmer les vraies conditions de travail, c'était presque vu comme une trahison finalement. Pourtant, ce reportage n'est pas violent visuellement, je trouve, mais les conditions qu'il montre en fait sont malheureusement encore tabous. C'est pour ça qu'il est important. Il montre finalement ce que souvent on ne veut pas voir. Et ce qui m'a le plus marqué durant cette projection, parce qu'il y avait un temps d'échange après la fin du reportage, c'est que certaines personnes, pourtant bien informées, ça se voyait, ont eu du mal à imaginer que le travail en usine puisse être pire encore que ce qu'elles avaient imaginé. Et pour moi, ça touche à quelque chose de personnel, presque familial. Ces images qui m'entourent, ces cadences qui ont tant abîmé le corps de mes proches, à tel point que beaucoup d'entre eux ne peuvent plus travailler depuis des années. Enfin, ce reportage, en fait, il représente des gens que je connais. Et c'est exactement pour ça que les reportages existent. C'est pour ouvrir les yeux et c'est pour transmettre. Et c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussée à vous parler de cette histoire, celle des ouvrières de 1924 et celle des ouvrières 100 ans plus tard. Cette révolte oubliée de beaucoup ou attribuée simplement au folklore est désormais
inscrite dans la mémoire collective féministe et de l'histoire ouvrière, de la solidarité dans le milieu ouvrier, mais surtout de la puissance de la lutte des femmes ouvrières. D'ailleurs, la chanson Peine Sardine, composée par l'accordéoniste Claude Michel, appartient désormais au répertoire des chants de lutte et il est réactualisé régulièrement. D'ailleurs, on l'a entendu pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement a été réprimé mais a permis une prise de conscience plus large sur les conditions de travail des femmes et notamment au sein de ces conserveries. Cela a permis l'apparition de syndicats, une révision des droits des travailleuses et le renforcement de la position des femmes dans les mouvements sociaux. Et il s'agit là d'une énième histoire des grèves qui a été réprimée, mais aussi une histoire de solidarité et de résistance face à un système oppressif et injuste. Si vous voulez compléter et vous renseigner davantage sur le sujet, je vous recommande de lire l'article dans la revue Déferlante dans le numéro 17 qui s'appelle Dans le Finistère, l'adieu des sardinières, qui a été écrit par Manon Boken, qui porte sur la fermeture de la dernière usine du groupe Sopiquet à Quimper qui a eu lieu le 20 septembre 2024. Et dans cet article, on cite l'historienne Fanny Gallo qui a écrit On assigne les femmes à des emplois peu qualifiés parce qu'elles seraient adaptées aux tâches répétitives et simples. Et on cite aussi Tiffaine Guéret. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des femmes s'approprient ce discours. Tiffaine Guéret, c'est l'autrice du livre Écoutez gronder leur colère, les héritières des peines sardines. Livre qui peut compléter cette vidéo, livre que je n'ai pas lu. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le mouvement de grève du pays Bigoudin, au sud-ouest de Quimper, entre 1926 et 1927. Et pour ce qui est des sources, je vous ai tout mis en barre d'infos. J'espère que ce format vous a plu, c'était un peu moins spontané puisque je voulais vraiment pas faire d'erreur, c'était beaucoup sourcé. J'avais envie de parler de ce sujet parce qu'en fait quand j'ai cherché sur YouTube à l'occasion justement du centenaire, j'ai trouvé assez peu d'informations, donc je me suis dit que j'allais recouper des sources et partager une vidéo qui pourrait en intéresser certains et certaines. Je sais pas si vous avez d'autres histoires de ce type un peu oubliées et pour lesquelles vous aimeriez que je fasse une vidéo du genre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et la prochaine vidéo sera un peu plus légère, ce sera sur mes dernières lectures, et normalement celle encore d'après ce sera un vlog voyage, logiquement, donc rien à voir encore une fois. Et en tout cas n'hésite pas à t'abonner si le fait d'avoir plein de contenus différents t'intéresse, si ne serait-ce qu'un de ces formats t'intéresse et que tu n'as pas envie de voir toutes les vidéos sur cette chaîne. Et si tu as envie de me soutenir parce que tout ceci prend énormément de temps, n'hésite pas à faire un don sur Patreon, c'est une plateforme où tu peux donner mensuellement la somme que tu veux et arrêter quand tu veux. Donc merci à tous de liker, commenter, vous abonner. Merci à toutes les personnes qui me donnent sur Patreon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, merci pour tout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Boom.